Dialogue politique initié par le président du Faso Blaise Compaoré, la majorité et l'opposition sont toujours en concertation autour des questions qui fâchent. Et puis, journée internationale de la paix, un panel a été organisé à Pau. Objectif, préserver la paix sociale au Burkina Faso. Le ministère de la Culture lance le programme Connais-tu ton beau pays, un programme pour susciter le tourisme local et valoriser le potentiel de notre pays dans ce domaine. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir. Merci de suivre le 20h de la télévision nationale du Burkina Faso. Dialogue politique entre l'opposition et la majorité. La concertation s'est poursuivie ce jour au palais présidentiel de Kosiam. Après plusieurs heures de huis clos, les deux parties se sont accordées sur la poursuite du dialogue autour de 5 points, dont l'article 37 et le Sénat. Le reportage est signé Adama Koulibaly. Un conclave de plus de 3 heures ce matin au palais de Kosiam entre opposition et majorité. C'est le temps qu'aura duré cette troisième rencontre entre les deux parties. Au bout du suspense, 5 points qui seront au centre des futures discussions. Le premier, c'est la question de la révision de l'article 37 de la Constitution. Deuxièmement, la question de l'installation du Sénat. Troisièmement, les questions relatives à l'organisation de l'élection présidentielle de novembre 2015. Quatrièmement, les questions relatives à l'organisation et au fonctionnement du Conseil constitutionnel. Et cinquièmement, la question de la contribution de la société civile à la recherche de solutions consensuelles en vue de consolider la paix. Pour les prochaines étapes de cette concertation opposition-majorité, peu de choses à filtrer sur le calendrier. Et puis, ouverture ce matin d'un atelier de formation sur le marquage des armes légères et de petit calibre. Objectif de cet atelier, faire face à l'insécurité en combattant la prolifération illicite des armes. Le reportage porte la griffe de C. Sylvestre Da. Le chef d'état-major général des armées et les partenaires techniques et financiers, témoins privilégiés du marquage de la première arme burkinabé suivant les normes internationales. L'opération consiste à porter sur les armes le logo de la CEDEAO, le code du pays, les numéros de série et les initiales des unités pour les armes des forces militaires et paramilitaires. Pendant 2 jours, 25 stagiaires seront à l'école de cette technique qui leur sera enseignée par des experts ivoiriens. Il sera également question de traiter des notions de marquage et d'aborder tous les aspects relatifs aux armes légères et de petit calibre. Une formation qui marque le début de la mise en œuvre du programme national de marquage des armes. Nous connaissons en ce moment une recrudescence de l'insécurité qui est nourrie par la prolifération des armes à feu. Et ce marquage va nous permettre de contrôler cette prolifération. Donc, ce sera un marquage de toutes les armes qui existent dans notre pays et dans la sous-région, puisque c'est une initiative globale que nous menons. Pour l'organisation de cette formation, l'armée bénéficie de l'appui technique du Centre régional des Nations Unies pour la paix et le désarmement et de l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime qui ont aussi offert 3 machines de marquage. Le Japon et l'Union européenne apportent leur aide à travers des appuis financiers. L'ensemble de l'opération est piloté par le Comité national de lutte contre la prolifération des armes légères. Je dirais qu'avec l'accompagnement du commandement de l'État burkinabé et notamment, plus nos partenaires techniques et financiers que vous voyez ici, avec eux nous allons voir sur le plan logistique comment ils vont faire pour nous accompagner. Parce qu'effectivement, les équipes vont se déplacer vers les régions, les provinces, les départements, les préfectures. Et cela nécessite des moyens logistiques. Au sortir de cette session de formation, ces participants seront à leur tour chargés de former d'autres acteurs burkinabés du domaine des armes légères et de petits calibres. Enseignement à présent, la rentrée scolaire 2014-2015 a débuté dans plusieurs établissements privés de Ouagadougou. Une rentrée des classes qui s'est passée dans de bonnes conditions. Voyez le constat signé Bouma Ernest Nébier. La rentrée scolaire 2014-2015 est déjà effective dans plusieurs établissements d'enseignement privé à Ouagadougou. Un tour dans certains lycées et collèges de la capitale nous a permis de le constater. C'est le cas du lycée de la jeunesse qui a déjà effectué sa rentrée le 24 septembre 2014. Notre rentrée scolaire est vraiment effective. Nous avons
débuté effectivement les cours le 24, donc le mercredi 24, conformément à un calendrier qui avait été, conçu et communiqué aux parents d'élèves et aux élèves. Et les 19 et 20, nous avons tenu nos journées pédagogiques. Et nous avons tenu notre conseil de rentrée du personnel administratif le 23 et le 24, nous avons effectivement démarré les cours dans toutes les classes de la 6e en terminale. Pour cette rentrée scolaire, l'établissement compte plus de 1000 élèves. Les cours se déroulent normalement et l'administration parle déjà d'évaluation pour le premier trimestre. Les évaluations commencent, si tout va bien, à partir du 21 octobre. Donc à raison de 2 évaluations si vous voulez, et une composition pour l'enseignement général et 4 dans le trimestre pour l'enseignement technique. Même constat dans ce complexe scolaire Marie Curie et selon le censeur de l'établissement, tout se passe bien. La rentrée scolaire a commencé depuis le 23 où nous avons accueilli les 3e et les terminales. Ensuite nous avons accueilli les 4e et après les 5e. Et ce matin, nous venons d'accueillir les 6e et les secondes. Pour les élèves et enseignants, les vacances sont déjà oubliées et l'heure est au travail. On y va doucement, on donne les conseils, surtout pour ceux qui doivent passer les examens l'année prochaine. Donc on essaie de leur faire comprendre d'abord que l'examen se prépare dès cette année, pour qu'ils s'y mettent et l'année prochaine, ça va devenir plus facile. Les vacances se sont très bien passées et c'est maintenant l'heure des cours, la rentrée scolaire vient de commencer. Donc il faut que nous nous mettons au sérieux pour travailler durant toute l'année scolaire. Si dans la plupart des établissements d'enseignement privé, on parle déjà d'effectivité de rentrée scolaire, ceux du public, par contre, attendent le 1er octobre 2014 pour démarrer les cours. La Coalition nationale pour la généralisation de l'enseignement des contenus sur les mutilations génitales féminines, une campagne de plaidoyer en faveur des MGS dans le système éducatif. Ça, à cet effet, la première dame, Madame Chantal Compaoré, a présidé ce matin l'ouverture d'une conférence. Le reportage est de Marguerite Douagneau. Je suis venue ce matin à votre rencontre pour saluer et encourager. Vous êtes les encadreurs privilégiés du développement de notre système éducatif. Je souhaite donc vous dire que l'insertion d'un module sur les mutilations génitales féminines est une stratégie capitale pour leur élimination. La première dame du Faso s'adresse ici aux encadreurs pédagogiques du centre. Depuis février 2014, les acteurs de la lutte contre la pratique de l'excision ont convenu de la généralisation de l'enseignement des contenus MGF dans le système éducatif et une campagne de plaidoyer a été lancée dans ce sens. Aujourd'hui, il est plus que temps d'impliquer ces acteurs de l'éducation dans le combat contre l'excision au Burkina Faso, soutiendra Chantal Compaoré. Il faut une éducation pour que nos filles et nos mères puissent arrêter d'exciser. Et je crois qu'en incluant les modules MGF dans les curricula des enseignants, nous pourrons atteindre l'objectif de la tolérance zéro. C'est ce que nous souhaitons et c'est ce que le Burkina Faso, en tant que leader, doit pouvoir faire cette promotion-là afin d'éradiquer tout ce qui est pratique de l'excision au Burkina Faso. Une approche éducative qui est expérimentée dans plusieurs lycées et dont les résultats encouragent cette généralisation. C'est une course de fond. Vous savez, depuis le temps qu'on a commencé la sensibilisation, nous en sommes toujours à des cas d'excision. Donc c'est une course de fond. Autant prendre son temps en accélérant le processus et d'aller bien que de tout mélanger au départ et se retrouver à mi-chemin avec des objectifs qui ne seront pas atteints et obligés de reprendre le processus. Il faut dire que la pratique de l'excision connaît une certaine recrudescence au Burkina Faso et cela malgré les efforts du gouvernement et ses partenaires pour la tolérance zéro au MGF. Les encadreurs pédagogiques ici interpellés mesurent les responsabilités qui leur sont confiées et entendent jouer véritablement leur partition dans cette lutte. Il était de bon ton, effectivement, que ceux qui sont chargés, au premier chef, d'élaborer les curricula de l'enseignement secondaire soient informés et surtout soient sensibilisés par rapport aux différentes luttes que la coalition mène à ce propos. Et je pense que cette sensibilisation va davantage renforcer l'action de cette coalition dans la lutte effrénée qu'elle mène contre les MGF.
3 matières ont été choisies pour intégrer les contenus des MJF. Il s'agit du français, de la philosophie et des sciences de la vie et de la terre. Le ministre des Enseignements secondaires et supérieurs s'est voulu rassurant. Les documents ont déjà été élaborés et devraient bientôt être validés. Les partenaires techniques et financiers du Burkina Faso ont une fois de plus renouvelé leur engagement à accompagner les acteurs pour l'éradication des MJF. De son côté, le secrétariat permanent du Conseil national de lutte contre l'excision a tenu à Koudougou vendredi dernier un atelier d'information avec les acteurs de la chaîne judiciaire. Un atelier pour renforcer les dispositions de protection des femmes et des jeunes filles. Reportage signé Isaïe Parkouda. Au Burkina Faso, l'excision est une question de santé publique, une pratique qui perdure malgré les multiples efforts consentis pour l'éradiquer. C'est ainsi que le secrétariat permanent du Conseil national de la lutte contre la pratique de l'excision initie la présente rencontre avec les acteurs de la chaîne judiciaire en vue du renforcement des mesures légales pour une meilleure protection des droits des femmes et des filles. Nous étions à 76% de taux de prévalence en ce qui concerne les femmes âgées de 15 à 49 ans. Mais à l'heure actuelle, pour ce qui concerne les filles âgées de 0 à 14 ans, nous sommes à 13%. Mais nous disons que ce n'est pas parce qu'il y a régression qu'il faut baisser les bras. C'est pour ça qu'on implique tous les acteurs, notamment ceux de la chaîne judiciaire, pour que, concomitamment avec la sensibilisation et la répression, nous puissions à terme atteindre la tolérance zéro dans notre pays. Cette rencontre a permis aux policiers, aux gendarmes et aux magistrats de s'imprégner de l'ampleur du phénomène au niveau national. Mais en tant qu'acteur terrain, il faut des mesures d'accompagnement, disent-ils, pour faciliter la lutte. Nous avons des difficultés à accompagner la structure en charge de la lutte contre l'excision sur le terrain. Nous avons fait des recommandations dans le sens du renforcement du renseignement, de la collecte de l'information. Parce qu'à l'heure actuelle, la pratique est clandestine. Lorsque il y a des difficultés de prononcer une peine d'emprisonnement ferme, que l'on puisse effectivement prononcer des peines d'amende. Et je crois que lorsqu'on touche ces personnes dans leur patrimoine, c'est véritablement un moyen véritablement de lutter contre les MJF. En organisant cet atelier d'échange et d'information, le secrétariat permanent du Conseil national de la lutte contre la pratique de l'excision entend obtenir de chaque maillon de la chaîne judiciaire un engagement à mener des actions de dissuasion à travers interpellation, jugement et condamnation des coupables et complices selon la gravité de l'acte. Le Salon Africa Global Telecom, initialement prévu du 27 au 29 novembre 2014, est reporté en fin février 2015. La fièvre Ebola serait la cause de ce report. Le reportage est de Claudine Bikaba. À quelques semaines du Salon Africa Global Telecom Business Meetings, les organisateurs ont annoncé ce 29 septembre son report. L'événement qui était prévu se tenir du 27 au 29 novembre prochain est reporté suite à la demande du gouvernement du Burkina en raison de la fièvre Ebola qui sévit en Afrique de l'Ouest. C'est une aventure financièrement privée. N'eût été cette demande express, je pense que l'activité aurait pu se tenir et aurait pu réussir. Selon les organisateurs, le report du Salon Africa GTBM engendre une perte irrécupérable qui serait due à des dépenses de communication de plus de 32 millions de francs CFA. Nous réfléchissons aujourd'hui d'abord à voir comment arriver complètement à juguler ces pertes, parce que toutes ces pertes ne sont pas couvertes. Donc il faut comprendre que nous sommes surendettés pour l'instant. Il faut juguler cela, il faut encore retrouver les moyens de relancer la machine. Un événement à vocation mondiale, sa tenue est tributaire de l'évolution de la fièvre Ebola, mais pour l'instant, c'est fin février 2015 qui est en perspective. Les dates définitives prendront véritablement en compte la réalité de l'état d'avancement ou de jugulation de cette fièvre. Donc, c'est une des raisons aussi pour lesquelles aujourd'hui, nous n'avons pas pu vous donner les dates exactes qui nous trottent dans la tête. Sinon, elles sont assez précises pour nous. Le Salon Africa GTBM est initié en collaboration avec le ministère du Développement et de l'Économie numérique des Postes du Burkina Faso. Il a pour objectif de mettre en collaboration les différentes marques des TIC avec les opérateurs de télécommunications en Afrique.
Le 21 septembre, journée internationale de la paix, a été commémorée 24 heures après par le Burkina Faso à Pau dans le Naouri, sous le thème enjeux, défis et perspectives liés à la préservation de la paix sociale au Burkina Faso. À l'occasion, un panel a permis au ministère des Droits humains et de la promotion civique d'échanger avec les populations sur le rôle des acteurs étatiques et de la société civile dans la préservation de la paix sociale au Burkina Faso. Le reportage est de Oswald Gaëtan Segda. Le Burkina Faso, une fois de plus, au rendez-vous de la paix. À travers le ministère des Droits humains et de la promotion civique, il répond à l'invite faite par les Nations Unies à commémorer le 21 septembre, Journée internationale de la paix, par des actions de sensibilisation sur des questions liées à la paix. À Pau, dans le centre-sud, les enjeux, défis et perspectives liés à la préservation de la paix sociale ont été abordés avec les populations. Les Burkinabés sont, comme le disent leur nom, des personnes intègres, des personnes qui aiment le dialogue, des personnes qui s'aiment entre elles. Et nous sommes sûrs que ce dialogue-là permettra de trouver des solutions qui éviteront au Burkina Faso de perdre ce que nous avons de plus cher, qui est la paix. À l'occasion, 2 communications sur le rôle des acteurs étatiques et sur celui de la société civile ont été livrées. Pour les communicateurs, l'exemplarité devrait guider les comportements. En tant qu'acteurs étatiques, nous devons rappeler dans tout ce que nous faisons que nous défendons la grandeur de nos statuts. Chaque acteur étatique doit construire une relation de confiance avec les administrés par l'exemple, et c'est ce sentiment d'exemplarité à eux renvoyé qui fera que sa voix comptera. La paix n'étant jamais un acquis définitif, tout le monde est invité à s'investir dans sa promotion, et cela par le don de soi. Aucun pays n'a pu se développer dans l'agitation. La nature nous donne chaque jour des leçons que nous ne prenons pas en compte. Regardez les arbres majestueux que nous admirons. Dès que l'orage arrive, ils sont décoiffés, ils perdent leur beauté. Exactement la même chose dans le pays. Un pays qui est en plein essor et qui se trouve perturbé par une guerre tombe dans la déchéance. C'est vrai, il y a des conflits qui éclatent un peu, mais nous arrivons à résoudre ces conflits-là de telle sorte que tout le pays ne soit pas gangréné. Donc c'est déjà un acquis, parce que cet acquis-là permet justement de garder la paix de manière générale au Burkina Faso, et c'est ce pourquoi nous travaillons. Cette journée consacrée à la paix est commémorée depuis 2003 au Burkina Faso. Dans le souci de pérenniser les acquis, le ministère compte poursuivre la sensibilisation par des conférences publiques en milieu scolaire. Une rencontre réunit les maires et les sociétés minières au centre des échanges. Comment faire bénéficier aux communes abritant les sites miniers des ressources financières générées par les mines justement. Le reportage est signé Jacques Lamissa Tarpaga. Faire en sorte que le secteur minier contribue davantage au financement du développement local. Les entreprises minières et les élus locaux en discutent à Ouagadougou. Le centre d'information, de formation et d'études sur le budget est l'instigateur de cette rencontre. L'aspect social n'est pas très pris en compte parce que les populations des sites miniers sont des populations qui, en tout cas, ont un niveau de pauvreté assez élevé. Donc, alors que l'extraction, en tout cas, de l'or est à portée de main, on sait que l'or rapporte au Burkina. Donc, ce qu'on a décidé de faire, c'est de convier les entreprises minières et les élus locaux, donc les premiers responsables des conseils municipaux, pour en tout cas essayer de faire la revue de toutes les possibilités possibles à travers le code minier, et à travers aussi le code fiscal et le code douanier, pour essayer de leur donner toutes ces possibilités-là d'imposition et de prélèvement des recettes au niveau donc du secteur minier. Il s'agit ici entre autres de développer une compréhension commune sur la réglementation fiscale et d'informer les participants sur la possibilité de prélever des impôts et taxes au plan local. La formation se tient avec l'accompagnement de la France. Les ressources fiscales du secteur sont importantes et elles doivent profiter également aux comités de base via les collectivités territoriales et aussi parce que ces échanges concourent, on va dire, à l'amélioration des relations et à la gestion parfois des conflits qui peuvent naître sur les territoires où il y a des mines. Le centre d'information, de formation et d'études sur le budget veut ainsi mettre les entreprises en phase avec leurs responsabilités sociales.
Le lundi dernier à Bobo-Dioulasso, le ministère de la fonction publique, du travail et de la sécurité sociale, en partenariat avec le Bureau international du travail, a procédé à l'ouverture de l'atelier de renforcement des capacités des inspecteurs du travail. Cette rencontre vise à les familiariser avec la gestion axée sur les résultats appliqués afin de contribuer à la mise en œuvre de l'agenda du travail décent. Reportage de Moumouni Baro. Le respect des normes de travail, la promotion du dialogue social et la sécurité sociale, ce sont entre autres mesures qui devraient permettre au système d'administration et d'inspection du travail d'avoir une base solide. Cet atelier de renforcement des capacités des inspecteurs du travail venus des 4 coins du Burkina Faso constitue un défi majeur pour la justice sociale. À cet effet, un programme a été mis en place par l'Organisation internationale du travail afin de veiller au respect de la législation et de la réglementation nationale et internationale du travail. L'inspection du travail joue un rôle capital dans la sécurité du travail, mais surtout dans la promotion du travail décent. Malheureusement, l'inspection du travail est parfois démunie. Avec ce programme, nous espérons renforcer davantage les capacités de l'inspection du travail pour pouvoir jouer pleinement son rôle. La nécessité de disposer d'une administration et d'une inspection du travail solide et efficace est réaffirmée ici par les représentants du Bureau international du travail pour résoudre les problèmes complexes du monde du travail. Cette rencontre porte sur la gestion axée sur les résultats appliqués à la mise en œuvre des plans de travail des inspecteurs du travail. Donc, elle va avoir pour objet de renforcer les capacités dans ce domaine pour les permettre de bien concevoir les plans de travail, de bien les mettre en œuvre avec pour objectif d'avoir un impact sur effectivement le monde du travail en rapport avec les missions qui sont effectivement celles de l'inspection du travail. Durant 4 jours de formation, les participants devraient se familiariser avec la notion et le contenu de la gestion axée sur les résultats. La gestion axée étant une stratégie focalisée sur l'amélioration des conditions de travail pour une meilleure performance. Passe-temps pour les uns et gagne-pain pour les autres, les jeux vidéo occupent plus d'un à Bobo-Dioulasso. Vu l'engouement qu'ils suscitent, les jeux vidéo pullulent les rues et quartiers de Sia de nos jours. Une équipe de reportage de la RTB2 a voulu en savoir plus sur cette nouvelle activité, suivant le constat signé Youssouf Zerbo et Karim Sissé. S'il y a une activité qui occupe de plus en plus les jeunes et les enfants à Bobo-Dioulasso, c'est bien les jeux vidéo. Des endroits aménagés comme celui-ci ne désemplissent pas. Les joueurs affluent en longueur de journée. Enfants et jeunes, élèves et particuliers viennent passer le temps à s'amuser avec ces jeux vidéo. Je n'ai pas cherché à faire ça chez moi à la maison parce que chez nous, il n'y a pas ça. C'est télé simple qui est là. J'aime ce genre de jeu parce que en jouant ça, tu peux apprendre à jouer le ballon. On ne parie pas dans les jeux, on ne fait pas de paris dans les jeux, c'est pour cela qu'on vient se distraire simplement et partir. Au lieu d'aller s'asseoir dans les maquis, boire de l'alcool ou aller prendre de la drogue, on vient se distraire ici. Avec un PlayStation portant une carte mémoire, une clé USB et 2 mallettes, le tout branché à un téléviseur, donne plusieurs sortes de jeux et le coup est joué. Dans la clé, là, on met les jeux et la mémoire permet de démarrer les jeux. Oui, on peut avoir des jeux de combat comme Street Fighter, The King of Fighter et puis des jeux de football et Pro 14. Et puis on peut aussi avoir des jeux de course et puis comme freestyle et puis aussi il y a Rider et autres. Yacouba Fofana est un élève en classe de terminale. Il a mis à profit ses vacances pour gérer ce club de jeu avec son ami. Un seul objectif l'a motivé. On a choisi ce projet pour mieux se soucier un peu des sous et puis pouvoir s'en sortir dans la vie, quoi. Je peux souvent même payer des livres et puis des cahiers avec des sacs, mes fournitures au complet et puis souvent même des habits avec ça. Souvent on peut avoir des 1000, 3000 souvent.
s'il y a du marché. Issouf Gira, lui par contre, est un vendeur de fournitures scolaires et de consommables informatiques. Mais vu l'engouement que suscitent les jeux vidéo, il en a fait aussi une activité. J'avais payé ça pour qu'on joue ça par plaisir. Je peux dire, avant c'était rentable. Avant parce que j'avais des écrans 21, plusieurs écrans 21, 3. En ce moment c'était rentable. Mais bon, de fur et à mesure, j'ai vu que bon, faire avec des écrans placement comme ces genres-là, je croyais que c'était encore rentable. Mais je viens de constater que non, c'est pas rentable par rapport au passé. Mais c'est que si je m'en sors un peu. Je m'en sors, ouais. Avec 7 téléviseurs uniquement installés pour les jeux vidéo, Yacouba Traoré fait aujourd'hui un bon chiffre d'affaires. Il arrive à subvenir à ses besoins et à celui de sa famille. Ouvert de 9h à minuit et même souvent au-delà, ce club est pour lui une petite entreprise. Une structure qui a commencé il y a de cela 4 ans. Bon, avant je faisais la commerce. Bon, après ça s'est mal tourné. Bon, comme on jouait ça en Côte d'Ivoire avant, donc je me suis dit pourquoi pas de venir tenter ma chance. Donc quand j'ai commencé avec 2 écrans. Aujourd'hui, alhamdoulilah, j'ai remercié le Seigneur, ça va un peu. La mairie vient, on paye, chaque écran on paye ça 10 000 francs. Donc vous payez la taxe? Qui taxe les salles de jeux vidéo, on paye chaque écran à 10 000 francs. Beaucoup de gens qui jouent 5 matchs là seulement, 5 matchs à 200 mais 300. Beaucoup de gens ne dépassent pas ça. D'autres jouent aussi souvent à 500, 500 quelques. Au regard de leur rentabilité, ces clubs de jeux vidéo sont de plus en plus nombreux à Bobo-Dioulasso. Un peu partout dans les rues des quartiers, on en trouve. Et les vacances sont un moment propice pour faire de bonnes affaires. 27 septembre, journée internationale du tourisme célébrée à l'échelle mondiale. Au Burkina Faso, c'est le pôle de croissance de Bagré qui a accueilli les autorités de la région du centre-est pour une visite guidée. Du centre piscicole au centre de production hydroélectrique de Bagré, ces touristes locaux du jour ont pu voir ou revoir les potentialités touristiques et économiques que présente le pôle de croissance de Bagré. Reportage de Amadou Marcelto. Pour ce 27 septembre, journée mondiale du tourisme, autorités et chefs de service de la région du centre-est se sont rendus à Bagré pour une excursion. Il faut dire que nous avons choisi la zone de Bagré pour 2 raisons essentielles. La première est que ces sites-là sont accessibles parce qu'il y a beaucoup de sites, mais avec cet hivernage, on ne pouvait pas atteindre par exemple le mausolée de Nabazungrana. Mais ici, la voie est quand même assez praticable et c'est ce qui nous a amené à venir par là. C'est l'accessibilité des sites et la richesse des sites. Quand on vient par exemple sur ce plan d'eau, on a l'impression qu'on a de la mer au Burkina. Parce qu'à regarder ça, je pense que c'est magnifique et il faut que les gens le savent. Il y a un barrage hydroélectrique à Bagré, mais ils ne savent pas la réalité. En plus de ce centre de production hydroélectrique de 16 MW, ces touristes locaux se sont intéressés à la pisciculture. Ce centre piscicole de pôle de croissance de Bagré mettait sur le marché environ 90 tonnes de poissons frais par an. Un rendement difficile à atteindre de nos jours. Nos acteurs peuvent effectivement, s'ils sont bien sensibilisés sur les opportunités que cette unité peut leur offrir, ils peuvent s'y intéresser en groupement, sous forme de groupement, sous forme d'association et prendre en main la gestion justement de cette unité. Et cet appel, je le lance depuis l'année dernière et je saisis toutes les occasions justement pour sensibiliser nos producteurs locaux à s'y intéresser. Cette journée fut une occasion pour les autorités de mettre en lumière la valeur culturelle et économique du tourisme, toute chose qui devrait donner aux populations locales les moyens de se prendre en charge. Et puis le ministère en charge du tourisme a lancé le programme « Connais-tu ton beau pays ?» Pour l'occasion, la direction du tourisme de la région de l'Est a organisé une excursion à Guiba, l'île Bouré et Tchébélé au profit des fonctionnaires, élèves et étudiants de la région. Le reportage est signé Ismaël Sirima. Des poignées de main du gouverneur de la région du Centre-Sud, suivis de discours pour encourager ses fonctionnaires, élèves et étudiants
désireux de connaître les attractions touristiques de la région. 3 sites, à savoir Guiba, l'île Bouré et Tchibélé, ont été au programme de cette excursion initiée et dirigée par la Direction régionale de la culture et du tourisme. Cette excursion, s'inscrit dans le cadre de la Journée mondiale du tourisme qui se déroule tous les 27 septembre de l'année. Ce que nous espérons aujourd'hui à travers cette journée, c'est de faire en sorte que les gens sortent eux-mêmes pour aller visiter les sites et les curiosités. La première escale a eu lieu à Guiba, où les participants ont appris que c'est là que le fils aîné du Mogo Naba est éduqué et encadré pour pouvoir succéder à son père quand le moment viendra. Après Guiba, le groupe s'est rendu à l'île Bouré dans le Bazéga. Là-bas, c'est l'agrotourisme qui est mis en valeur. Les pépinières de mangue, d'agrumes, d'oignons et de tomates ont été tour à tour visitées. De même, le passage au champ d'agrumes a fait plus d'un heureux. Après cette réjouissance, le cap a été mis sur la station apicole à quelques centaines de mètres des vergers. Mais pour y arriver, il fallait traverser la rivière Bazéga qui a donné son nom à la province. Puis, ce fut facile d'appâter et d'admirer les silures que l'on retrouvera bientôt dans nos assiettes. Et j'incite tous les autres, tous les amis, toutes les familles, tous les Burkinabés à venir parce que notre pays est riche donc, en matière de tourisme. Et nous avons vu des Européens qui sont là, ils sont venus, ils sont quittés chez eux, ils sont venus. C'est parce qu'ils savent que l'Afrique est riche en matière de culture. La dernière destination de ce voyage touristique a été Tchibélé. Mais malgré les pannes mécaniques, cela n'a entamé en rien l'envie du groupe de découvrir la cour royale de Tchibélé. Les types de construction, la symbolique des peintures, ainsi que des appréciations en altitude de ces architectures ont épaté ces touristes nationaux. Ce qui m'a beaucoup impressionné, c'est la case Kassena dans la cour royale. Vraiment, c'était magnifique. Magnifique en beauté et en architecture. Sincèrement, je n'avais jamais vu une telle merveille. Avant de regagner leur domicile, les participants à cette excursion sont passés par un marché d'objets d'art où chacun en a eu pour son compte. Et puis la commune rurale de Bagassi dans les Balais a son festival dénommé Festival Foro. L'initiative est de l'association culturelle Welban de Bagassi qui entend faire la promotion et la valorisation de la culture son cheval de bataille. Cette deuxième édition qui s'est tenue du 26 au 28 septembre 2014 à Bagassi a été parrainée par le docteur Boyensa Arsenier, ministre d'État, ministre chargé des relations avec les institutions et des réformes politiques. Le reportage, lui, est signé Siriki Milogo Moussa Sanon. Le Foro renaît de ses cendres. Cette danse guerrière et de rugissance populaire sous l'influence de la modernité était en passe de disparaître. Aujourd'hui, avec cette deuxième édition du festival, l'association culturelle Welban de Bagassi est en train de réussir son objectif, à savoir la promotion du Foro. Oui, nos objectifs fixés par l'organisation de ce festival, c'est de redynamiser les danses du terroir, dont certaines étant en perte. Il faut que nous revalorisions ça pour que notre identité culturelle vive et perdure. Le festival Foro, en seulement 2 ans d'existence, suscite un engouement à Bagassi et environnant. Un engouement que les autorités apprécient. Il faut quand même qu'on sache d'où on vient. Et pour savoir d'où on vient, il n'y a rien de mieux que la culture. Et c'est mieux quand même que nous préservions un minimum de nos origines, de là d'où on vient, pour savoir où on va. C'est donc avec vraiment plaisir que j'ai accepté de parrainer cette seconde édition. C'est vraiment avec une grande joie que nous accueillons
ce festival. Je leur demande de continuer davantage pour perpétuer, comme je l'ai dit, pour que le forum ne se couche plus, que ça aille de l'avant et que les autres danses qui sont en veille là se réveillent parce que le forum donne le bon exemple. Avec cette deuxième édition du Festival Foro, tout est bien parti pour la promotion de la culture dans la commune de Bakassi. Et au-delà, c'est le développement à travers la cohésion sociale qui est attendu. C'est la fin de votre journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite une agréable nuit. Restez fidèles au programme de la télévision nationale du Burkina Faso. Je vous retrouve demain à 20h pour d'autres actualités. Merci, au revoir et à demain.